Dans ce nouveau tuto Java, j'aimerais vous parler de l'instruction for each. Alors elle permet de parcourir un tableau ou une collection et d'en traiter tous les éléments qui y sont contenus. Alors néanmoins, avant de vous montrer comment utiliser cette instruction, j'aimerais revenir quelques instants sur un for traditionnel, histoire au final de comparer les deux approches. Donc j'ai commencé à préparer ici un petit exemple, donc j'ai une classe, elle s'appelle test4each, j'y ai mis un main. Très bien. Et donc notez ici, j'ai commencé par déclarer un tableau, il s'appelle array, c'est un tableau d'entiers. Il a été initialisé ici avec les 10 premiers multiples de 10. Très bien. À partir de là, je veux parcourir mon tableau, donc j'ai fait un for traditionnel, donc j'ai déclaré une variable de boucle, elle s'appelle i, c'est mon index, ma position dans le tableau. Je commence bien entendu à la position 0, n'oubliez jamais, tous les tableaux sont indexés à partir de la position 0, et donc je vais parcourir jusqu'à arriver à la longueur du tableau. Là, j'arrêterai ma boucle. Très bien, à chaque fin de boucle, je ferai un i++ pour passer à l'élément suivant. Maintenant, à chaque tour, je récupérerai l'élément à la position courante en utilisant array crochet de i. Du coup ici, j'affiche mes valeurs. Bon, testons ces quelques premières lignes de code et donc nous arrivons bien, normalement, à parcourir notre tableau. Donc nous avons ici nos 10 premières valeurs. Très bien. Alors notez, ce for, je ne l'ai pas tapé. J'ai fait for, CTRL espace, et vous voyez ici, en utilisant cet assistant, je peux générer un for qui va parcourir tous les éléments d'un tableau avec une variable temporaire. Du coup, après, j'ai juste renommé cette variable-là. Au lieu de l'appeler j, je l'ai appelée value. Très bien. Bon. Je supprime ces quelques lignes. Et donc maintenant, je voudrais vous présenter donc notre instruction for each. Donc, notre instruction for each, il y a une petite triche. En vérité, il n'y a pas de mot-clé for each. Si vous tapez for each, ce n'est pas un mot-clé réservé du langage. Donc la seule instruction que j'ai en termes de mots-clés, c'est le for. Mais il y a deux formes de for. Il y a le for classique et ce qu'on appelle le for each. Regardez, ici, je fais CTRL espace, on retrouve bien notre for each à ce niveau-là. Et c'est donc bien le mot-clé for qui l'introduit. Alors pour information, ce for, il existe depuis la version 5 de Java. Avant, on n'avait que le for traditionnel qui vous est présenté ici. Très bien. Bon, regardez, je vais le générer. Et ce que je vais faire de suite, c'est que je vais remplacer i ici par value. Et puis regardez, je vais carrément l'exécuter. Après, je passe à quelques explications. Mais je fais ici un system.out.println de value. Éventuellement ici, je fais juste un affichage pour bien séparer les deux for. Et donc, voilà, impeccable. Et donc voilà, là j'ai l'affichage. Donc le premier passage a été fait avec un for traditionnel. J'ai ensuite affiché donc mes traits de séparation ici. Et puis j'ai ensuite fait mon deuxième parcours avec l'instruction for each. Donc où sont les différences? Si vous voulez, ici on avait dû déclarer une variable intermédiaire qui était notre index pour aller chercher chacune des valeurs dans le tableau à la position considérée. Mais c'est vrai que si jamais cet index, je m'en sers que ici, et que par la suite, je ne l'utilise plus dans le corps de ma boucle, c'est dommage de la définir. Et donc, c'est exactement ce que propose de faire le for each. Regardez, je n'ai plus ici de variable i. Je dis simplement que j'aurai ma variable value, qui correspond à celle-ci, qui sera calculée à chaque tour de boucle pour prendre une des valeurs stockées, c'est ce que dit le 2 points ici, dans la collection array. Et voyez, je ne m'embête même plus à calculer la longueur du tableau. Je dis je parcours tous les éléments et un à un, chaque élément dans le tableau, je l'appellerai value. Du coup, il me reste quoi à faire dans le corps de ma boucle? Simplement à faire mon traitement. Bon, ici, mon traitement, c'est uniquement un affichage. C'était ce qu'on avait à ce niveau-là. Mais vous voyez, du coup, ça m'a fait gagner tout ce bloc de code là que j'ai surligné qui, quelque part, était secondaire. Bon, maintenant, soyons terre à terre. Si on regarde ce qui est fait en termes de code qui est compilé, il y aura bien une variable d'index qui va me permettre de parcourir tous mes éléments. Mais moi, je ne la vois plus au niveau de mon code. Alors du coup, regardez, ça a plein d'avantages, mais notamment le fait de simplifier ici les assistants. Là, quand je fais CTRL espace, il me propose toutes les variables auxquelles j'ai le droit. Donc args, qui est le tableau de paramètres, array, i et value. C'est vrai que si i, je m'en sers plus,
si je me remets dans ce contexte-là, regardez, je fais CTRL espace, j'ai moins de choses qui me sont proposées. Donc du coup, comme il y a moins de choses, je suis peut-être moins perturbé et je vais directement à l'essentiel. Voilà. Donc c'est vrai que comparer entre ces deux solutions, dans l'exemple qui est ici, si ce que je souhaitais faire c'était uniquement afficher chacune des valeurs, le for each est certainement un petit peu plus pratique. Très bien. Regardez, j'enlève ce trait de séparation et donc je commente ce bloc-là. Alors, comme je vous ai dit en introduction de ce tuto, il faut savoir que le for each marche aussi bien pour un tableau que pour une collection. Alors les collections, j'en ai pas encore vraiment bien parlé et je vais pas trop en parler non plus dans ce tuto. Je veux simplement insister sur le fait que le for each marche aussi sur les collections. On reviendra sur cette notion de collection dans de futurs tutos. Mais regardez, juste pour présenter un petit peu les choses, si je prends un navigateur, je vais sur Google et si là je tape Javadoc SE8. La Javadoc, c'est la documentation de la librairie standard, Standard Edition pour le SE. Donc regardez, je fais Entrée. Du coup ici, j'ai des propositions qui me sont faites par mon moteur de recherche et donc je choisis ce document-là. J'arrive sur cette page. En haut, ici, ce qu'on retrouve, c'est les différents pactages de la librairie standard. Je passe tous ces pactages. Pour le moment, seul le pactage java.util m'intéresse. Dans ce pactage java.util, ce qu'on retrouve ici, c'est tous les types de données auxquels on a le droit. Je vais pour le moment uniquement me focaliser sur deux termes. Je vais vous faire voir ici la classe EureList, c'est elle que je vais utiliser. C'est un tableau. Et notez que cette classe EureList, quelque part il y a un lien, alors c'est pas tout à fait de l'héritage, mais on peut presque dire cela, mais ça dérive quelque part de collection. Et collection, c'est une interface qui a été définie ici. C'est le type commun à toute collection Java. Donc les collections Java partagent tous le comportement qui est défini ici et donc proposent tous les méthodes qui sont affichées ici. Donc notamment une méthode add qui me permet d'ajouter une valeur à ma collection. Bon, je ne vais pas plus loin sur ces sujets-là, on traitera ça dans de futurs tutos. Néanmoins, regardez. Ici, je vais tester la chose. Je vais donc créer un EureList. Alors là, surtout, ce qu'il faut faire, regardez, au pire, vous tapez EureList, CTRL espace. L'avantage d'avoir fait le CTRL espace, c'est que, ça me l'a complété, donc je n'ai pas forcément tapé ces caractères-là, ok. Mais surtout, ça va générer l'import qui est ici, et cet import est obligatoire. Si j'enlève l'import, j'aurai une erreur de compilation. Allez, on va imaginer, je veux faire une collection de chaînes de caractères. Ici, je vais l'appeler Languages. C'est quoi? C'est un new EureList. Alors, il faut savoir que pendant pas mal d'années, il était nécessaire ici de remettre le type de données que contient la collection. Depuis Java 7, les choses ici ont été simplifiées et vous n'êtes plus obligé de répéter le type qui est stocké à l'intérieur de cette collection. Maintenant, dans cette collection Languages, je vais faire des adds. Je vais ajouter quoi? Je vais ajouter des chaînes de caractères. Bon, pourquoi pas, je vais ajouter un premier langage. Bon, on va y mettre Java en premier. Ensuite, pourquoi pas, on pourrait mettre du C, du C et du Python. Pourquoi pas? Allez, imaginons ces quelques langages. Parfait. Bon, la question c'est, est-ce que je peux utiliser le for each pour parcourir cet ensemble? Eh bien, regardez, je refais appel à mon CTRL espace pour me faciliter la vie. J'ai l'assistant ici, for each. À partir de là, il m'a bien généré donc une boucle. Cette boucle, elle va traiter la collection Languages. Et qu'est-ce qu'on a dans Languages? Un à un, les éléments seront de type string. C'est une collection de chaînes de caractères. Je vais appeler ma variable ici language. Très bien. Bon, du coup, il ne me reste plus à ce niveau-là qu'à afficher chacun des langages dans la collection. Allez, on teste. Et donc ici, nous avions notre ensemble d'entiers, très bien. Maintenant, nous avons ici notre ensemble de chaînes de caractères correspondant à des noms de langage de programmation.
Très bien. Donc effectivement, le for marche aussi bien sur des tableaux que sur des collections, comme on peut le voir avec cet exemple-là. Alors, peut-être que vous vous posez une dernière question, c'est OK, ici j'ai mis une collection, mais est-ce que j'aurais pas pu mettre un tableau de chaîne de caractères? Oui, hein, vous auriez pu. La différence entre un tableau et une collection, pour le moment, on va simplifier les choses et on va dire qu'une collection, elle a l'avantage d'être dynamique. Je peux ajouter dans ma collection autant de valeurs que je le souhaite. Il n'y a pas de taille maximale, alors que sur un tableau, hein, la taille, elle est allouée à la construction du tableau. Par la suite, je ne peux plus facilement changer cette taille. Donc ici, je peux faire autant de hâte que je veux. Regardez, je mets la souris sur Eurelist. J'ai donc la documentation en ligne qui apparaît. Et donc, il insiste bien sur le fait que c'est un tableau, mais retaillable. Tant que ma JVM peut encore avoir accès à de la mémoire, je pourrais ajouter, si je le souhaite, hein, des éléments dans ma collection. Bon, ici, on a fait simple. Hein. On a mis que 4 chaînes de caractères. Bon, voilà qui clôt ce que je voulais vous montrer sur cette instruction for each. Voilà. À partir de là, n'oubliez pas, au niveau de notre site internet, donc cours.fr, vous retrouvez dans la section Java tous nos tutos sur Java. Hein, ils sont ici. Hein. Vous recliquez de nouveau ici. Et là, vous avez l'ensemble de tous nos tutos. Parfait. À partir de là, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à éventuellement me mettre un j'aime et à le repartager, pourquoi pas. Et puis on va se retrouver très rapidement sur un prochain tuto. Donc dans le prochain tuto, je veux traiter deux nouveaux mots-clés. Ce sont les instructions break et continue. Et on verra, break et continue sont des instructions qui sont très utiles dans le cas des boucles, que ce soit pour un for, un while, un do-while ou un for each, hein, on peut utiliser conjointement les instructions break et continue. C'est ce qu'on verra donc dans le prochain tuto. À partir de là, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très vite sur ce prochain tuto.